Depuis le 28 février, le Moyen-Orient brûle. Une offensive militaire coordonnée entre Washington et Tel Aviv a déclenché un conflit que beaucoup pensaient court, brutal, décisif. Restez avec nous pour découvrir ce que personne ne vous dit sur ce conflit, et partagez votre avis dans les commentaires. Sur le papier, le résultat ne faisait aucun doute. D'un côté, deux des appareils militaires les plus redoutables de la planète, équipés de technologies de pointe, soutenus par des budgets colossaux et des décennies d'expérience opérationnelle. De l'autre, un régime islamique sous sanctions depuis 40 ans, dont une partie des équipements militaires remonte à l'ère soviétique. Un combat inégal, une victoire rapide, un retrait triomphant. C'est le scénario que Donald Trump avait promis à son électorat. Sauf que la réalité du terrain raconte une toute autre histoire. Le premier jour du conflit, des frappes israéliennes ont éliminé le guide suprême et plusieurs hauts responsables du régime. Une décapitation stratégique qui aurait dû provoquer l'effondrement immédiat du système. Mais le régime n'est pas tombé. Les missiles ont continué de voler. Les drones ont continué de frapper. Et le détroit d'Ormuz reste fermé. Alors la vraie question, c'est celle-ci: comment un État sous pression maximale, privé de son chef historique, ciblé nuit et jour par les armées les plus puissantes du monde, tient-il encore debout au bout de plusieurs semaines de guerre intense et continue? La réponse commence par comprendre ce que l'Iran ne cherche pas à faire. Le régime ne cherche pas à gagner. Il cherche à ne pas perdre. Et dans le vocabulaire stratégique, c'est une différence fondamentale qui change absolument tout dans la conduite des opérations. Depuis les années 2000, les gardiens de la Révolution ont développé une doctrine militaire bâtie autour d'un principe central: rendre toute victoire de l'adversaire si coûteuse, si lente, si douloureuse, qu'elle finit par devenir politiquement insupportable. Ce que les analystes appellent la guerre asymétrique. L'idée n'est pas de détruire l'ennemi sur un champ de bataille classique. L'idée est de lui imposer un coup continu, sur plusieurs fronts simultanés, jusqu'à ce que la pression politique, économique et humaine force une négociation. Et pour ça, l'Iran a activé une stratégie en plusieurs dimensions que les planificateurs américains n'avaient visiblement pas pleinement anticipées. Premier axe, l'escalade horizontale. Plutôt que de concentrer ses frappes sur les forces israélo-américaines, Téhéran a élargi le théâtre du conflit à l'ensemble de la région. Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, et même l'Arabie saoudite, dont les relations avec l'Iran s'étaient pourtant réchauffées ces dernières années grâce à une médiation chinoise. Frapper ses voisins, c'est un pari risqué, qui pourrait les pousser encore davantage dans les bras de Washington. Mais la logique iranienne est différente. En déstabilisant les économies du Golfe, Téhéran espère forcer ses capitales à faire pression sur la Maison-Blanche pour obtenir un cessez-le-feu rapide. Dubaï en est l'exemple le plus frappant. Une ville construite sur la stabilité régionale, dont la prospérité repose sur le commerce, le tourisme et la finance internationale. Des drones iraniens frappent ses infrastructures, les assurances maritimes s'effondrent, les compagnies aériennes déroutent leurs vols, et les investisseurs étrangers commencent à regarder ailleurs. Le message envoyé aux dirigeants du Golfe est simple et direct: votre développement économique est otage de cette guerre. Faites-la arrêter. Deuxième axe de la stratégie iranienne, le temps. Plus la guerre dure, plus elle coûte à ses adversaires. Et ce coût est documenté avec précision. Sur les 20 premiers jours de l'offensive, Israël aurait engagé plus de 6 milliards de dollars rien qu'en opérations militaires directes. Les États-Unis, eux, ont brûlé plus de 12 milliards de dollars en 6 jours seulement. Face à ces chiffres, le Pentagone aurait réclamé au Congrès une rallonge budgétaire estimée à 200 milliards de dollars pour financer la poursuite de la campagne militaire en Iran. 200 milliards. Dans une Amérique où une partie de l'électorat de Trump commence à s'interroger sur le sens de cette guerre, ce chiffre devient une arme politique. Car contrairement au régime iranien, qui n'a pas de compte à rendre à une opposition parlementaire, Trump doit gérer l'opinion publique. Il doit gérer ses propres soutiens, qui commencent à prendre leur distance. Et il doit gérer les élections de mi-mandat de novembre, où une guerre longue et coûteuse sans victoire visible pourrait devenir un boulet électoral particulièrement lourd à porter pour le camp républicain. Troisième axe, et peut-être le plus dévastateur sur le plan économique mondial, le détroit d'Ormuz. 30 km de large. Une langue d'eau au sud de l'Iran qui relie l'océan Indien au golfe Persique. 20% du pétrole mondial y transite chaque jour. 57% du pétrole chinois provient du Moyen-Orient et emprunte ce passage. Depuis le début du conflit, le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei a annoncé la fermeture totale du détroit.
Aucun pétrolier ne peut traverser sans risquer d'être frappé. La carte du trafic maritime avant et après le déclenchement des hostilités est saisissante. Là où des dizaines de navires circulaient en permanence, il n'y a plus rien. Un désert maritime. Le 9 mars, Donald Trump a menacé de frapper l'Iran 20 fois plus durement si le détroit n'était pas rouvert. 3 semaines plus tard, le détroit reste fermé. Les pays producteurs de pétrole de la région ont réduit leur production en réponse à l'instabilité, et le baril a franchi la barre des $100. Pour éviter une flambée des prix à la pompe aux États-Unis, l'administration américaine a assoupli pour un mois les sanctions contre la Russie, permettant à Moscou d'exporter davantage. Résultat. Les grands gagnants économiques de cette guerre sont pour l'instant les Russes, qui engrangeraient selon une estimation du Financial Times environ 150 millions d'euros de revenus supplémentaires chaque jour depuis le début du conflit. Soit déjà plus de 6 milliards d'euros cumulés. L'ironie est totale. Une guerre déclenchée pour affaiblir un ennemi de Washington enrichit directement un autre de ses adversaires stratégiques. Face au blocage du détroit, Trump a demandé l'aide de ses alliés européens et asiatiques pour escorter les pétroliers. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie ont tous refusé. Probablement parce qu'aucun d'eux n'a été consulté avant le déclenchement des frappes, et qu'ils refusent d'endosser les conséquences d'une décision qu'ils n'ont pas prise. Sécuriser Hormuz n'est de toute façon pas une opération simple. L'Iran aurait commencé à poser des mines marines dans le détroit. Il dispose d'environ 200 petits navires vedettes armés de mitrailleuses lourdes, de drones embarqués et de missiles de croisière. Des patrouilleurs peu coûteux, rapides, difficiles à cibler, parfaits pour une guérilla maritime. 2 porte-avions américains opèrent dans la région, mais ils ne suffisent pas à sécuriser un détroit que l'Iran peut saturer à volonté avec des moyens décentralisés et bon marché. Au cœur de cette guerre d'usure, il y a une arme que l'Iran a transformée en symbole de sa capacité à tenir. Le drone Shahed 136. Un engin de combat léger, produit à la chaîne, dont le coût unitaire oscille entre 20 000 et 50 000 $. Sa portée atteint 2500 km, ce qui lui permet de menacer des cibles aussi éloignées que Manbij ou Athènes. Sa vitesse maximale est relativement basse, autour de 190 km/h. Mais c'est précisément cette lenteur qui le rend difficile à intercepter pour des systèmes conçus pour neutraliser des missiles balistiques rapides. Il vole bas, sous la couverture radar adverse, et il est souvent lancé depuis des positions mobiles, camions ou remorques, ce qui rend sa détection en amont extrêmement compliquée. Le 14 mars, l'armée iranienne a diffusé les images d'un de ses drones survolant une base américaine en Irak sans être repéré ni intercepté. L'effet psychologique de cette vidéo était calculé. L'Iran peut produire environ 50 de ces engins par jour. Il en détient plusieurs milliers en stock. Depuis le début du conflit, seulement 6% des drones iraniens atteignent effectivement leur cible. Mais même interceptés, ils infligent un coût économique considérable à l'adversaire. Un missile Patriot américain, utilisé pour abattre un drone, coûte environ 3,5 millions de $. Soit 70 fois le coût du drone ciblé. Les pays du Golfe auraient dépensé entre 5 et 10 fois plus en système de défense que la valeur totale des armes utilisées par l'Iran pour les viser. C'est la logique du conflit asymétrique portée à son expression la plus pure. Épuiser l'adversaire sans jamais s'exposer à une confrontation directe que l'on est certain de perdre. Ces drones sont souvent déployés en essaim, par dizaines simultanément, pour saturer les défenses adverses et ouvrir des corridors pour les missiles balistiques qui suivent. Selon une estimation du cabinet Risque Intelligence, l'Iran a conduit plus de 1000 frappes de missiles et près de 3000 attaques de drones au cours des 3 premières semaines du conflit. Un rythme de frappe que les systèmes de défense américains et israéliens peinent à absorber durablement. Face à cette pression, les États-Unis ont transféré du matériel antimissile depuis la Corée du Sud vers le Moyen-Orient, affaiblissant la couverture défensive du flanc asiatique au moment précis où Kim Jong-un multiplie les essais de missiles de croisière depuis Pyongyang. Et dans une décision qui restera dans les annales de la diplomatie américaine, Trump a sollicité l'aide de Volodymyr Zelensky pour partager la technologie ukrainienne d'interception de drones, développée au fil de 3 ans de guerre contre les Shahed russes. L'homme qu'il avait humilié publiquement dans le bureau ovale un an plus tôt. L'histoire a parfois un sens de l'ironie très précis. La résistance iranienne ne repose pas seulement sur ses armements. Elle repose sur une architecture institutionnelle pensée depuis des décennies pour absorber les chocs les plus violents. Après 2003, les gardiens de la Révolution ont développé ce qu'on appelle la défense en mosaïque, un concept de commandement entièrement décentralisé.
Chaque unité locale peut opérer de manière autonome, sans attendre d'ordre du centre. Si des frappes détruisent un quartier général, les autres cellules continuent de fonctionner. Le réseau ne s'effondre pas parce qu'un nœud est éliminé. C'est exactement ce qui s'est passé le 28 février. La frappe israélienne a tué le guide suprême et plusieurs hauts responsables. Le régime a encaissé. Et il a répondu dans les heures qui ont suivi. Cela démontre que le système n'est pas organisé autour d'une figure centrale unique dont la disparition paralyserait l'ensemble. La République islamique n'est pas un régime de type clanique comme l'était l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi ou la Syrie de Bachar al-Assad. Ce sont des systèmes qui reposaient sur une pyramide de loyauté personnelle. En Iran, le système est institutionnel. Il est né de la révolution de 1979, il a survécu à une guerre dévastatrice contre l'Irak dans les années 80, il a traversé des crises économiques répétées, des mouvements de contestation interne et une pression internationale constante. Il est conçu, structurellement, pour se régénérer. Le guide suprême dispose d'un pouvoir considérable, il supervise l'armée, influence le conseil des gardiens, oriente les grandes décisions politiques. Mais sa disparition n'effondre pas le système parce que le système est plus large que lui. Ali Khamenei avait passé 37 ans à consolider les institutions autour de sa vision. Une semaine après sa mort, son fils Mojtaba lui a succédé à la tête du régime. Des doutes persistent sur son état de santé, il n'a pas fait d'apparition publique depuis la frappe du 28 février. Mais son accession au pouvoir renforce encore un peu plus l'emprise des gardiens de la révolution sur l'ensemble de l'appareil d'État. Il y a un dernier facteur que les stratèges américains ont peut-être le plus sous-estimé. L'idéologie. L'anti-américanisme n'est pas une posture rhétorique en Iran. Il est fondateur du régime. Il structure sa doctrine militaire, son identité politique, sa légitimité interne depuis 1979. Et au sein du chiisme iranien, la figure du martyr occupe une place centrale qui dépasse la politique pour toucher aux religieux et aux culturels. Dans les discours officiels, le martyr est valorisé, glorifié, présenté comme la forme la plus haute de résistance. Cette figure s'est ancrée dans la mémoire collective iranienne pendant la guerre Iran-Irak, un conflit qui a coûté des centaines de milliers de vies et qui reste une référence permanente dans le discours du régime face à l'adversité. Aujourd'hui, cette rhétorique sert à mobiliser, à légitimer l'effort de guerre, à transformer une population épuisée en force de résistance. Car la population iranienne est la première victime de ce conflit. Prise entre les bombardements et un régime qui intensifie sa répression interne à mesure que la pression extérieure augmente. Au mois de janvier, avant même le début de l'offensive, le régime avait écrasé dans le sang des manifestations étudiantes, faisant plus de 30 000 morts selon les estimations disponibles. Depuis le début de la guerre, les gardiens de la révolution ont prévenu que toute contestation intérieure serait réprimée encore plus durement. Une fraction de la population, estimée entre 10 et 15% selon les analystes, continue de soutenir le régime par loyauté ou par intérêt direct. Une majorité silencieuse rejette le régime mais veut avant tout que la guerre s'arrête. Israël et les États-Unis contrôlent le ciel iranien. Mais sans déploiement de troupes au sol, la chute du régime reste hors de portée. Et personne, ni à Washington ni à Tel Aviv, ne semble prêt à franchir ce pas. La situation actuelle ressemble donc de plus en plus à ce que les analystes redoutaient depuis le début, un conflit long, coûteux, sans ligne de victoire claire, dont l'issue finale dépendra moins des capacités militaires que des calculs politiques internes aux États-Unis. Des signaux de négociation commencent à émerger. Trump a évoqué des discussions en cours pour un accord de paix, une information que les responsables iraniens ont démentie. Mais 2 hauts dirigeants du Parlement iranien ont temporairement été retirés de la liste des cibles à éliminer. Un geste discret qui, dans le langage de la diplomatie de guerre, ressemble à une main tendue. Le bras de fer continue. Et l'Iran, pour l'instant, tient.